Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre une fois encore le rendez-vous de votre émission dominicale L'Entretien. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 30 juin de l'année 2019. Et l'actualité nationale de ces derniers jours a été marquée par l'investiture du nouveau président de l'Assemblée nationale dans la personne de l'honorable Louis Vlavono. C'était le jeudi 27 juin dernier en présence de plusieurs invités venus de l'intérieur du pays, mais également de plusieurs délégations venues des parlements voisins de la sous-région. Alors, est-ce que cela traduit véritablement la bonne santé de la démocratie béninoise? On en parle avec notre invité de ce dimanche. On parlera aussi de la visite du chef de l'État au Nigeria, le géant voisin de l'Est, comme on a l'habitude de le dire. On va aussi parler de la participation du Bénin au dernier sommet de la CEDEAO, la 55e édition donc, de ce sommet qui s'est tenu ce samedi 29 juin 2019 à Abuja, sans oublier les dernières déclarations de l'opposition, notamment à savoir de reprendre tout le processus électoral. Quelle issue pour ces différentes déclarations? On en parle ce dimanche avec notre invité Oswald Akpali. Bonjour. Bonjour. Merci de votre présence sur ce plateau. Oswald Akpali, vous êtes un acteur politique, candidat malheureux aux dernières élections législatives sur la liste du bloc républicain, notamment dans la 15e circonscription électorale. Merci d'être présent sur ce plateau. Merci. Alors, je le rappelle encore que cette émission est relayée par nos radios partenaires, Océan FM, Urban FM, sans oublier aussi nos différentes plateformes numériques à ETL, à savoir nos différentes pages Facebook, Twitter et également YouTube. Alors, Oswald Akpali, est-ce qu'on peut vous classer parmi les jeunes acteurs politiques ou parmi les acteurs politiques déjà expérimentés? Merci, monsieur le journaliste, par rapport à cette première question. Moi, je dirais qu'en politique, il n'y a pas vraiment à prendre de l'expérience par rapport à l'âge, mais l'expérience s'acquiert par rapport à la connaissance. Et au-delà de tout, je veux dire que chaque jour qui passe, j'en apprends un peu plus. Donc, c'est à la population de juger de notre capacité à être classé parmi les acteurs politiques les plus performants ou les novices. Justement. Et tout au long de cette émission, nous verrons un peu votre position sur certaines questions de l'actualité nationale. On finira aussi par parler un peu sport vers la fin de cette émission avec la prestation des écureuils à la Coupe d'Afrique des Nations. Mais d'entrée, quel regard portez-vous sur l'investiture du nouveau président de l'Assemblée nationale, à savoir Louis Vlavono? Oui, c'était le 27 passé. Donc on a vu un président qui, dans son discours, a parlé beaucoup de la crainte de Dieu dans la politique. L'honorable Louis Vlavono est un ancien, un vieux routier du Parlement béninois. Donc, il sait ce qui se passait et a vu que si aujourd'hui on met la crainte de Dieu dans la chose politique, on peut mieux avancer. Donc, moi, c'est vraiment le point fort que j'ai retenu de son discours. Au-delà de ça, il a invité les parlementaires eux-mêmes à se donner une ligne directive. Il a demandé à la relecture de leur propre règlement intérieur afin de donner l'exemple. Parce que si on veut prendre on veut voter des lois qui sont applicables par tout le peuple, il faudrait que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, il a évoqué certains points. Et le plus fort est qu'il a pris du retrait par rapport à l'expérience électorale qu'on a vécue. Il prend acte de tout ce qui s'est passé et a dit que la 8e législature sera la législature qui pourra vraiment réunir les acteurs politiques. Donc, comme le président de la République l'a dit un peu plus tôt dans un discours, il tend aussi la main à tous les acteurs politiques afin que le développement du pays soit vraiment au cœur de chacun des acteurs, que ce soit de l'opposition ou de la mouvance, pour que le Bénin s'en sorte gagnant, pour que la démocratie béninoise puisse encore être rayonnée. Est-ce qu'au regard de tout ce qui a précédé ces dernières semaines, après les élections notamment, vous avez l'impression que ce discours est à la hauteur de l'enjeu, du contexte dans lequel nous sommes?
Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où chacun doit oublier ses égos pour penser au développement de la nation. Ce qui s'est passé, c'est déjà passé. On ne jettera pas la pierre ni à la mouvance, ni à l'opposition, mais on pensera à la revitalisation de la démocratie béninoise. Cette démocratie qui a déjà bientôt 30 ans, mais il faudrait qu'on n'arrive pas à reculer. Il faut avancer, il faut montrer le bon exemple dans la sous-région. Encore, la preuve est qu'il y a eu des parlementaires, des présidents de parlements voisins qui sont venus à cette investiture. Donc, c'est pour montrer quand même la hauteur de notre démocratie. Si les gens ne nous considèrent pas, ils ne vont pas venir là. Donc, je crois que c'est un appel à tous les Béninois, à tous les acteurs politiques, qu'on puisse se donner la main pour reconstruire ou pour construire encore mieux cette nation. Le développement du Bénin est le plus important après tout. Nos intérêts personnels, c'est vrai qu'il y a des intérêts personnels, mais il faudrait qu'on puisse penser au développement. Il faudrait qu'on puisse penser au bas peuple. Comment est-ce que les gens vont circuler? Comment est-ce que les gens vont se faire soigner? Comment est-ce que les gens auront accès à l'électricité, de l'eau, ainsi de suite? C'est ce qui devait être utile pour chacun des acteurs politiques que nous sommes. Alors, dans son discours, il est revenu un peu sur les actes malheureux des 1er 2 mai dernier, sans oublier aussi mais également avec les actes de violence survenus à Tchaourou, notamment le président de l'Assemblée nationale qui a condamné, je le cite, avec fermeté ces actes de violence. Oui, vous voyez, dans notre situation démocratique, nous avons une jeunesse qui est vraiment engagée aujourd'hui en politique. Mais l'engagement de la jeunesse devient des fois aveugle. Quand je parle d'engagement aveugle, c'est avoir une jeunesse qui suit sans conscience des leaders politiques qui ne portent pas souvent le chapeau de la décision ou bien de leur mot d'ordre par rapport à cette jeunesse. Je dis aujourd'hui, il y a une certaine jeunesse qui est victime de la mauvaise foi involontaire. De manipulation, c'est ça? Oui, des gens qui se lèvent et vont détruire des biens publics ou privés. Mais dites-moi, le privé a quoi à faire dans la politique? Le privé a à investir et c'est pour le développement national. Et cet investissement est brûlé en un seul coup. Pour quelle raison? Donc cette jeunesse suit vraiment des mots d'ordre juste parce qu'on a dit il faut brûler. Mais on peut brûler et brûler même ce qui est de l'opposition sans s'en rendre compte, juste parce qu'on veut se faire entendre. Non, je crois que la politique aujourd'hui ne devait pas se faire de cette manière. Et nous avons à vraiment éduquer cette jeunesse afin qu'on puisse vraiment évoluer sur les débats d'idées et non les débats de personnes. Moi, j'étais la dernière fois sur une émission avec un jeune opposant, mais à la sortie, on s'est beaucoup salué, on a dit l'essentiel est que la jeunesse gagne. Et ce que la jeunesse doit gagner, c'est capitaliser les acquis positifs de nos aînés et ne pas tomber dans les dérives. Donc c'est ça et c'est ce que moi j'ai comme conviction, c'est amener toute la jeunesse à vraiment s'engager en politique, mais s'engager de façon positive à aider cette démocratie, ce développement du Bénin. On a une jeunesse en perte de vitesse, c'est ça? Une jeunesse sans repère? C'est pas toute la jeunesse. Il y a une frange de la jeunesse qui s'engage sans repère. Et c'est à ceux-là que je veux vraiment m'adresser. Donc cette jeunesse a intérêt à remettre la balle à terre, savoir que la politique aujourd'hui, comme on le dit, est
vraiment de façon exponentielle se développe. Même si par les réseaux sociaux, on voit des informations qui passent et on se dit, mais est-ce qu'on est vraiment au Bénin? Ce qui ne devait pas être. L'Internet est un outil de développement. Et celui qui l'a inventé a d'abord dit que c'est un outil de développement et de relations entre personnes qui ne sont pas présentes tout de suite. Mais si on doit faire des montages et penser et détruire sa propre nation, c'est notre nation. Moi, je suis fier d'être béninois, mais quand je sors vers l'extérieur et que c'est un étranger qui va me montrer des horreurs sur ma nation, je dis, mais je viens du Bénin. Vous ne pouvez pas parler comme ça du Bénin. Mais si des compatriotes même parlent ainsi de leur nation, je dis, mais on n'a pas deux nations là. Donc, il faudrait qu'on puisse revoir notre manière de faire la politique, parce que c'est juste à revoir. Ce n'est pas que les gens ne savent pas faire la politique, mais c'est la manière de faire cette politique qui n'est pas la meilleure. Mais justement, il y a aussi la responsabilité des acteurs politiques dans ces actes de violence, dans la manipulation de cette jeunesse dont vous parlez. C'est aussi des acteurs politiques d'une certaine classe donnée, d'une certaine expérience donnée, qui instrumentalisent ces jeunes-là, non? Oui, c'est pour cela que je dis, la réflexion aujourd'hui au niveau de la jeunesse, c'est de voir, est-ce que l'acte que je veux poser est utile pour ma nation? Est-ce que si cet acte est posé, si ce n'est pas utile pour ma nation, est-ce que ça sert juste un homme? Est-ce que j'ai vraiment besoin de poser cet acte? C'est la question qu'il faut se poser. Quand on a les réponses à cette question, on ne peut pas se lever et rentrer dans la rue et commencer par casser les choses, parce que il y a eu une partie des acteurs politiques qui n'a pas pu compétir. Non. On ne devait pas faire ça. Et les élections législatives passées ne sont pas la fin d'une vie ou d'une carrière politique pour les acteurs politiques qui n'ont pas pu accéder à l'Assemblée. Nous avons les élections communales qui s'approchent. Je crois qu'on est carrément à 10 mois de ces élections. Mais est-ce que les acteurs politiques de l'opposition s'activent à préparer cette élection aujourd'hui? C'est la question que je me pose et je n'ai pas la réponse à voir les actes qui sont posés, à voir les conférences qui sont données. Je me demande si vraiment les gens s'apprêtent à aller aux prochaines élections. On reviendra tout à l'heure à cette opposition-là, notamment avec ces différentes déclarations que nous avons enregistrées ces derniers jours. Mais après avoir condamné ces actes de violence, le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavono, dans son discours a affirmé que la 8e législature est celle de tous les défis. Je viens de le citer comme ça. Et il dit, bien entendu, nous devons nous acquitter des tâches de la Constitution, à savoir contrôler l'action du gouvernement et légiférer. Mais au-delà de ça, il faudra maintenant élargir notre champ d'action et innover. Avant d'en arriver à ces différents cas d'innovation qui pourraient survenir, le contrôle de l'action gouvernementale, est-ce que vous avez l'impression que c'est le grand chantier qui attend cette 8e législature et que Louis Vlavono le sait? Oui, le président de l'Assemblée a dit dans son discours qu'il faudrait contrôler l'action du gouvernement. Donc, vous voyez que c'est du droit que la Constitution donne à l'Assemblée nationale de contrôler l'action du gouvernement et de légiférer. Au-delà de ça, il faudrait que l'Assemblée nationale prenne en considération les vraies aspirations du peuple béninois. Ces aspirations ont été vues, ont été écoutées lors des campagnes passées. Donc, il a dit d'ailleurs dans le discours. Voilà, donc au-delà de ça, et le président de l'Assemblée a dit que aucun sacrifice ne sera de trop dans la tâche qui les attend. Donc, moi, j'ai confiance en cette législature et dis que cette législature fera de grands exploits et ce sera à l'actif de la démocratie béninoise. Le contrôle de l'action gouvernementale, certains y trouvent une certaine façon de s'opposer au gouvernement. Est-ce que vous voyez ça comme ça? Non. Vous avez failli être un député ou vous aussi? Quand vous dites de s'opposer au gouvernement, par le passé, il en arrive qu'on voit que les gens, parce qu'ils se retrouvent dans une position d'opposant à un régime en place, veulent toujours mettre les bâtons dans les roues de celui qui a la destinée de diriger ou d'amener la nation Bénin à bon port.
Donc, ceci ne devait pas être bien pour la politique. C'est vrai que dans les plus grandes démocraties, je prends l'exemple des États-Unis, on voit par exemple qu'on parle d'un budget et que parce que le président est républicain, les démocrates ne veulent pas voter pour qu'on puisse lui donner l'accès facile. Mais quand on ramène cette situation au Bénin, nous avons mieux à faire que de parler de personnes. On pense un instant que si on donne le droit à un président ou de ratifier des accords de prêt, que c'est à l'actif du président. Mais non, la dernière, il y a eu la ratification d'un accord de prêt par la 8e législature pour amener de l'eau à Kobli et Zanyanando à Goni. Mais c'est pour les populations à la base. Si le législateur ou le député aujourd'hui se lève et dit, parce que c'est, excusez-moi, et le président de la République, c'est son Excellence, M. Patrice Talon, qui est là et que je suis opposant à Patrice Talon, je ne vais pas ratifier un accord de prêt pour amener de l'eau à Zanyanando. Je dis, c'est dommage. Patrice Talon n'est pas de Zanyanando et même s'il est de Zanyanando, il n'ira pas là-bas pour prendre l'eau de Zanyanando. C'est pour les populations à la base. Et c'est ça qui doit guider vraiment le sérieux des députés qu'on a. Et je crois qu'aujourd'hui, les députés, de façon unanime, comprennent que, au-delà du fait qu'ils donnent l'accord, qu'ils ratifient ces accords, il faudrait suivre et voir effectivement si les fonds alloués vont au niveau de ces communautés à qui l'eau est destinée. C'est en cela qu'ils contrôlent l'action du gouvernement. Et il ne peut pas en être autrement. Parce qu'on a dit clairement que je vote pour que l'eau aille à Zanyanando. Je suis député élu de Zanyanando. Vous pensez en étant que les élus honorables de Zanyanando vont accepter que l'eau n'aille pas à Zanyanando après? Non. Et je crois qu'avec les réformes, avec la clarté dans la gestion des ressources publiques, aujourd'hui, notre chère nation a quand même l'opportunité ou la grâce de voir des dirigeants qui ont le souci de mieux gérer la cité. Donc, de façon claire, contrôler l'action du gouvernement ne signifie pas faire de la politique politicienne, mais l'accompagner dans les actes de développement. C'est ça vraiment. Ça. Parce que les populations ont besoin de se développer à la base. Ça, oui, c'est vraiment ça. C'est tout simple. C'est ce qu'on est en train d'expliquer par le fait que le député a besoin de veiller. Après, si en temps, il n'y a pas eu l'eau à Zanyanando, le député de Zanyanando peut interpeller le gouvernement, peut poser des questions et savoir ce qui a été posé en temps. Donc c'est ça vraiment ce que devrait être l'Assemblée nationale actuelle. Et le président est allé au-delà de ça pour parler de la relecture rapide des lois et tests qui ont été incriminés lors des dernières législatives. Donc c'est pour dire que la 8e législature ne dort pas et veille. Le président a dit que de jour comme de nuit, il pense. Il réfléchit à comment est-ce qu'on peut sortir de nouvelles lois afin de mieux vraiment encadrer. Mais la réforme du système partisan ne va pas reculer. Justement, parce que le Parlement qui est là est le fruit de cette réforme-là, justement. Mais il y a aussi le deuxième rôle, légiférer. Aujourd'hui, quelle est la responsabilité des parlementaires dans ce sens? Quel type de loi faut-il aujourd'hui pour ce Bénin? Ouais, on a eu l'expérience de la dernière législature qui a vraiment rempli en termes de loi. Aujourd'hui, en faisant un arrêt, on comprend qu'il y a eu des lois qui ont été vraiment votées de façon trop accélérée ou bien de façon pressée. Aujourd'hui, la 8e législature prend le temps de consulter beaucoup d'experts dans beaucoup de domaines afin de sortir des textes de loi qui soient vraiment adaptés à notre nation. Il ne s'agira plus d'aller faire du copier-coller d'une autre nation pour
l'adapter à notre démocratie. Nous avons des valeurs culturelles qu'il faut prendre en compte. Et ces valeurs culturelles passent par des données, passent par la recherche de la vraie information. Parce que les lois qui sont votées sont vraiment pour toute la nation. Ce n'est pas pour seulement les 83 députés, ni seulement pour les élites de la nation. C'est pour toute la population. Et beaucoup ne sont pas au cœur de ces lois. Il y a beaucoup de Béninois qui ne savent même pas ce qu'on met dans une loi. Mais c'est à partir de l'instant où cette loi les touche qui se sentent un peu frustrés et se disent mais comment ça s'est passé? Et même les élites n'arrivent pas à comprendre que dans telle loi il y a telle chose. Alors qu'on a des experts qui sont nationaux, qui sont sur place et qui ne sont pas souvent consultés. Donc aujourd'hui, nous avons des commissions parlementaires qui vont au-delà de leur travail à l'interne, consulter des experts qui soient étrangers à la commission parlementaire afin qu'ils donnent leur avis pour que on ne tombe pas dans des erreurs d'application des lois qui sont votées. Que des lois soient vraiment réalistes et objectives aussi dans le fond. Oui. Mais le président de l'Assemblée nationale est revenu, vous l'avez dit tout à l'heure, sur la réforme du système partisan et il a parlé de légitime frustration de ceux qui n'ont pas pu participer à ce scrutin, vu un peu le chronogramme qu'on avait et les enjeux de l'heure. Le président Louis Vlavonou qui a donc promis que l'Assemblée nationale va examiner les différentes pistes possibles pour renouer le dialogue. Est-ce que ça ne vient pas en complément de la déclaration, du discours du chef de l'État qui avait parlé d'une main tendue? Oui, on est tous béninois. On n'a aucun intérêt à ce qu'il y ait, disons, des frères ennemis. Donc, le président, dans son discours, le président de la République, dans son discours, a fait un discours de main tendue. C'était le 20 mai dernier. Qui a été relayé un peu partout. Mais nous avons vu automatiquement les déclarations de la classe politique opposante qui n'a pas accepté cette main tendue. Le président de l'Assemblée a retiré cette main tendue une nouvelle fois. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit à l'entame de cette émission, qu'on doit taire les divergences et penser au développement de notre nation commune. La nation n'appartient pas seulement aux 83 députés. On a besoin de tout le monde. Et en premier, les acteurs politiques de l'opposition. Donc, quand moi je continue d'écouter certains acteurs qui vont à parler de la reine vis-à-vis de ceux-là qui sont aux affaires aujourd'hui, je dis non, le mieux, c'est d'accepter, travailler ensemble avec ceux-là afin que le Bénin s'en sorte gagnant. C'est le Bénin qui est le principal. Ce qui est visé aujourd'hui, c'est la nation béninoise. Ce n'est pas les intérêts personnels. Il faudrait qu'on laisse de côté les intérêts personnels pour penser au vrai développement. Je ne vais jamais cesser d'employer ce mot. C'est le développement du Bénin. C'est du développement du Bénin qu'il s'agit. Justement, dans ce même sens, je cite Louis Vlavonou qui dit « J'y consacrerai tout le temps qu'il faudra, car en la matière, aucun sacrifice ne sera de trop. » Oui, est-ce que ça traduit, on va dire, la grande importance de ce processus-là de dialogue? C'est pour vous dire, quand le président dit qu'aucun sacrifice ne sera de trop, le président va jusqu'à dire qu'il peut toujours faire des concessions à ses opposants afin qu'ils reviennent à la table de négociation, qu'on discute vraiment de ce qu'on veut pour cette nation. Donc, il ne sera pas question pour le président de se dire oui, c'est moi le président de l'Assemblée nationale, je n'ai pas vraiment à supplier les opposants. Il a dit qu'aucun sacrifice ne sera de tout. Il pourra se sacrifier autant qu'il le pourra afin de remonter cette pente, afin de faire taire, de calmer ces frustrations qui sont encore dans des groupes d'acteurs politiques donnés de la nation béninoise.
Est-ce que cette volonté-là qu'il a exprimée, couplée avec la volonté du chef de l'État, devrait suffire pour rassurer tout le monde, tous les acteurs politiques, quel que soit leur bord? Non, vous constatez avec moi que... C'est les deux premières personnalités du pays. Malgré tout ça, il y a eu des interventions d'opposants qui ne sont pas toujours prêts. Mais je crois que le temps nous donnera raison. Et moi, j'ai foi que la classe politique va se mettre ensemble pour qu'on avance vraiment. J'ai foi en cela. Et j'y crois fermement. Parce que la lutte aussi sera au-delà de Louis Vavounou et toute l'Assemblée nationale sera aussi de la partie. Moi, j'aime prendre souvent l'exemple du Ghana pour voir que, par moment, vous voyez qu'il en arrive que le président en exercice invite tous les anciens présidents vivants afin qu'ils puissent vraiment s'asseoir autour d'un déjeuner ou d'un dîner en catimini pour parler de la nation. Je rêve de ça pour notre pays et je crois qu'on va y arriver. Dernièrement, ce qui s'est passé où l'actuel président a invité son prédécesseur qui n'est pas parti, je crois que la dernière fois, c'est l'ancien président même qui a appelé l'actuel président. Donc, ils se sont parlé. C'est pour vous dire qu'au Bénin, le Bénin continuera toujours d'étonner le monde en termes de démocratie. On va y arriver. Et dans ce même discours d'investiture, Louis Vavounou a montré qu'il a compris un peu les différents messages qui ont été délivrés à l'endroit de tous les parlementaires à l'occasion des élections législatives du 28 avril. Il a notamment mis l'accent sur les bulletins nuls et aussi le taux d'abstention. Même s'il n'a pas jugé utile de revenir un peu sur les différentes causes de tout ça, il a dit que ça devrait amener les parlementaires à être beaucoup plus à l'écoute du peuple. Est-ce que ce n'est pas un grand défi aussi pour l'Assemblée nationale, la 8e législature? C'est pour vous dire, comme je l'ai dit tantôt, il faudrait que les députés puissent avoir à cœur les vraies aspirations du peuple béninois. Et ces vraies aspirations passent par les lois qui sont votées. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, les lois vont à l'endroit de tout le peuple béninois. Donc, on ne se met pas dans sa position d'élite seulement pour voter des lois, mais on se met dans la position de toute la nation pour accepter, pour voter des lois, pour toujours décrypter. C'est pour cela que la 8e législature, de par les expériences des législatures passées, prendra acte de tout ceci pour mieux travailler les lois en commission et faire acter par des experts avant de les amener en plénière pour qu'ils soient votés. Et il faudra aussi descendre aux côtés des populations, non? Oui. Être présent sur le terrain. Ça se fait. S'imprégner des réalités sur le terrain. C'est ça. Donc, ça se fera. Et comme le président l'a dit, les aspirations du peuple béninois seront prises en compte. Chaque fois qu'un député voudra poser un acte, il va penser à la nation béninoise. Mais justement, la descente dont je fais allusion aussi, ça devrait aussi permettre de véhiculer les vraies informations, non? Puisque nous sommes dans un contexte aujourd'hui où on peut facilement manipuler l'information avec les technologies de l'information, de la communication aussi. Oui, les vraies informations sont véhiculées par vous et moi. Par exemple, vous m'avez invité ici pour apporter des informations qui soient vraies et m'adresser à la nation béninoise afin que la classe politique puisse vraiment s'entendre autour d'un idéal. Donc, je crois que ça va se faire. Et aujourd'hui, on voit même sur les réseaux sociaux qu'il y a quand même une amélioration maintenant de tout ce qui est ventilé. Les gens prennent le soin de mieux contrôler. Il y a des administrateurs qui interpellent ceux qui écrivent, et si possible, les sorties de leur réseau afin que l'information soit toujours la vraie. Il n'est plus possible aujourd'hui pour des jeunes de commencer par relayer des informations sans avoir la quintessence de la vérité. Donc, je crois que ça avance et ça ira toujours de mieux en mieux. Et il a conclu, bon, il n'a pas conclu, mais il a fait une conclusion peut-être partielle avec ces différentes idées pour dire que si on arrive vraiment à faire tout ce qu'il a promis là, c'est qu'on va rétablir
la confiance en nos institutions. Est-ce que ce n'est pas aussi quelque chose de fondamental, surtout avec le peuple dont une partie ne comprend pas forcément comment les institutions fonctionnent, quelles sont leurs limites, quelles sont leurs tâches? Oui, bon, au niveau de... vous avez parlé de la confiance en nos institutions. D'abord, depuis toujours, nos institutions ont toujours reçu la confiance du peuple béninois parce que nous avons été, nous sommes un pays démocratique et les institutions ont toujours bien fonctionné juste là. Donc, avoir confiance aux institutions, c'est que les institutions, même par les actes qu'ils posent, prouvent à la nation béninoise qu'ils sont avec cette nation. Donc, toujours penser à l'intérêt général. Et quand on pense à l'intérêt général, il n'y a pas vraiment de quoi avoir des frustrés. Tout le monde s'accorde que pour des réformes données, si on a besoin de donner de l'électricité au peuple béninois, aucun Béninois ne dirait que parce que je suis à Cotonou, pourquoi est-ce qu'on donne l'électricité à Tchaourou? Pourquoi est-ce qu'on donne de l'électricité à Goni et pourquoi est-ce qu'on oublie à Papa? Non, c'est toujours le Bénin. Donc, on doit aller étape par étape. Justement, et parlant de ce même fonctionnement de l'Assemblée nationale, Louis Lavonu a promis, ou il a souligné la nécessité de doter le Parlement d'un code éthique pour justement régler certaines questions fondamentales, notamment la ponctualité, l'utilisation rationnelle du temps, le respect mutuel, la dignité entre parlementaires, notamment à l'hémicycle, les comportements qui devraient être exemplaires au sein de l'hémicycle qu'en dehors de l'hémicycle, notamment dans la société. Est-ce que vous voyez, puisqu'en 2015, qu'il vous souvienne qu'en juin 2015, lors de son discours d'investiture, Adrien Oumbédi promettait de bannir l'absentéisme, les retards à l'hémicycle. Mais à l'arrivée, on a vu ce qui s'est passé. Est-ce que cette fois, ça peut vraiment se faire avec la 8e législature? C'est pour cela que moi, je dirais que la réforme du système partisan est la bienvenue. Et comme vous l'avez souligné, le président Adrien Oumbédi, en 2015, l'avait souhaité de vive voix, donc lors de son investiture. Aujourd'hui, nous comprenons que pendant la législature passée, il n'y avait pas de règles en la matière pour vraiment bannir l'absentéisme, pour vraiment être vraiment à l'heure. Quand on parle, quand le président de l'Assemblée dit qu'il y a plénière et que le président de l'Assemblée en arrive à venir à 10 heures, et que des députés sont réunis, le quorum est atteint au niveau de 16 heures, vous comprenez qu'il y a un problème. Il y a un problème qui se joue au niveau de l'Assemblée, mais qui descend sur toute la nation. Parce que ce qui a été prévu d'être fait ne sera pas fait. Il en arrive même que le président arrive à reporter la séance pour le lendemain ou bien pour 112 heures. Mais des députés qui n'arrivent pas et qui ne s'expliquent pas parce qu'ils se disent qu'ils sont des élus de la nation, ils n'ont pas de compte à rendre à leur vis-à-vis parce que le président de l'Assemblée est aussi un honorable député comme eux. Donc, vous comprenez qu'au niveau de l'exécutif, ce problème a été réglé. Si vous allez dans les administrations, dans des ministères, au niveau de la présidence, si on vous donne rendez-vous à 8 heures, vous venez à 8h05, ce ne serait pas déjà bien parce que le ministre qui vous a donné rendez-vous à 8 heures vous attend 8 heures et veut vous consacrer à peine 10 minutes, mais vous venez à 8h05, vous comprenez un peu. Donc, ceci doit être aussi pareil au niveau du législatif afin qu'il y ait vraiment la synergie parce que c'est une chaîne. Quand au niveau de l'exécutif, ça marche correctement et au niveau du législatif, ça traîne alors que le législatif a des choses à faire au niveau en son sein pour la bonne gestion au niveau de l'exécutif et vice-versa. Vous comprenez que le président a raison d'interpeller la conscience des honorables députés et au-delà de ça, de dire qu'il faut faire une relecture du règlement intérieur, surtout sur ces points. Un député... Il faudra aussi l'adhésion des députés. Hein? Oui, qu'ils soient d'accord. Je dis la relecture du règlement intérieur passe par
un vote à l'Assemblée. Donc, nationale. quand ce sera voté et qu'on dit qu'un député, avant d'être absent, doit envoyer un courrier pour justifier son absence, ce serait mieux que le président, au lieu de venir à la plénière et ne trouver personne. Tout ceci a causé la situation qu'on a traversée juste avant les élections, quand il y avait les difficultés pour la recherche du consensus. Le président convoque une plénière, il y a certains députés qui sont là, d'autres ne sont pas là, alors qu'il faut un quorum qui puisse être atteint pour qu'on avance. Et le président est obligé d'aller les attendre dans son bureau et vérifier chaque fois si le quorum est atteint. Vous comprenez? Donc c'est un peu en déphasage par rapport à tout ce qui est dévolu comme travaux au niveau de l'Assemblée. Et c'est à justice. L'honorable Vlabonou est expérimenté, il sait de quoi il parle. Il a vécu ça. C'est pour cela qu'il veut qu'en tant que président de l'Assemblée, qu'on puisse faire cette relecture du règlement intérieur, cette relecture qui n'a jamais été faite en temps parce qu'il y avait des intérêts personnels qui étaient en jeu. Donc des gens supposaient un instant qu'on ne doit pas leur dicter de venir à 8 heures, alors que c'est la logique. Si vous vous êtes entendu pour convoquer une réunion à 10 heures, pourquoi venir à 11 heures, pourquoi venir à midi? Donc il faut donner l'exemple à la génération montante, aux jeunes politiques qui sont là. Si quand je vous dis qu'un ministre de la République vous invite à 8 heures, que vous êtes là à 8h05 et qu'il ne vous reçoit pas, vous pensez que peut-être c'est la seule fois qu'il peut vous recevoir en 3 mois et vous avez raté cette opportunité. C'est dommage pour vous. Donc c'est de ça qu'il s'agit. La génération montante en politique aussi doit aussi prendre le pas. Et il s'agit pour nous de réussir la prochaine classe ou la classe qui suit en même temps, parce que vous avez vu aujourd'hui au niveau du Parlement même, c'est un Parlement de... comment je peux qualifier? Composé de beaucoup de jeunes, c'est ça? Voilà, donc ça a été renouvelé. Il y a la classe, la jeune classe qui émerge. Donc voilà ce qu'il faudrait qu'on change, qu'on enterre les mauvaises habitudes pour vraiment évoluer dans notre démocratie. Vous êtes vraiment confiant qu'on aura un Parlement de type nouveau avec la 8e législature? Puisque Louis Vlabonou a presque chuté son discours en disant cela, clairement. Avoir un Parlement de type nouveau. C'est faisable? Je dis qu'il faut être optimiste dans la vie. Et le Parlement vient de commencer et on les attend sur beaucoup de chantiers. Donc c'est la fin qui justifie les moyens. C'est un vœu du président de l'Assemblée d'avoir un Parlement de type nouveau. Donc c'est aux honorables députés de l'accompagner dans ce sens et de montrer au peuple béninois qu'ils ont vraiment raison de faire confiance en ce Parlement. Et on a vu à l'occasion de cette cérémonie d'investiture, le jeudi dernier, des délégations venues de la sous-région, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Niger et d'autres pays aussi. Est-ce que cela traduit la solidarité des autres pays avec le Bénin, contrairement à ce que l'on a pu lire de part et d'autre, que le Bénin serait isolé, abandonné par les autres pays? Est-ce qu'on peut vraiment se rassurer de ce qu'effectivement ça va, compte tenu de la présence de ces délégations étrangères? Moi, j'aurais mieux aimé poser cette question à vous. Ah bon? Comment ça? Oui, parce que vous êtes là et vous observez, comme moi. Et donc, quand on se met en position d'observateur, vous avez vu le chef de l'État aller au Nigeria un peu avant l'investiture. À l'investiture, il y a des délégations étrangères qui sont venues. Le lendemain des investitures, il y a eu un sommet de la CEDEAO. Le chef de l'État est allé encore lors de son passage au niveau d'Abuja pour rencontrer le chef de l'État nigérien. Il y a eu des accords qui ont été signés. Donc, ça prouve de la vitalité de nos relations bilatérales et dans la sous-région multilatérale. Donc, comprenez avec moi que c'est vrai qu'il y a une frange de la population qui peut ne pas être d'accord avec ce qui se fait. C'est comme si on dit, même si vous dansez dans l'eau, votre ennemi dira que vous ne savez pas danser ou bien que vous soulevez de la poussière, alors que vous ne pouvez pas soulever de la poussière dans de l'eau. Donc,
Et moi, je dis, c'est bien que les opposants puissent dire ce qui est à dire, mais ce n'est pas bien de refuser de voir. Il n'y a pas pire avec celui qui refuse de voir. Et nous voulons que notre nation puisse avancer. Et c'est dans cet ordre que le Bénin est bien classé. D'ailleurs, au niveau de la CEDEAO, vous voyez que le Bénin, en termes de libre circulation des biens et des personnes, le Bénin est classé premier. On reviendra à ça tout à l'heure d'ailleurs. Économique, il y a beaucoup de On va voir un peu les différentes perspectives du Bénin sur le plan économique et social aussi. Donc, mais on a écouté le discours de ces différents parlementaires qui sont venus d'ailleurs, qui ont même décerné une satisfaction au Bénin, qui ont affirmé clairement que la démocratie va bien. C'est justement comme je vous l'ai dit, avec cette performance, on ne peut pas déclasser ou bien isoler une nation qui a de performance. Nous sommes tous dans un système. Et si vous ignorez quelqu'un qui est le meilleur, comment est-ce que vous voulez évoluer? C'est ça vraiment. Donc, c'est un jeu d'intérêt. Même la coopération multilatérale, c'est un jeu d'intérêt. Si les autres nations ont leur intérêt à voir le Bénin à leur côté, ils n'ont pas vraiment d'arguments à isoler le Bénin. Donc c'est ça. Et le Bénin, au-delà de ça, suit une règle dictatoriale des lois, des textes et lois. Un respect scrupuleux des lois, c'est ça? Des lois. Donc il n'y a pas vraiment crise. Donc c'est pour cela que les autres nations ne peuvent pas dire qu'on déclasse ou bien qu'on veut isoler. Il ne peut en être ainsi. Justement. Alors, et vous l'avez dit tout à l'heure, le samedi, c'était le sommet de la CEDEAO, 55e sommet de la CEDEAO qui s'est tenu à Abuja. Le chef de l'État, Patrice Talon, a participé. Certains avaient vu un conflit entre le Bénin et le Nigeria, le chef de l'État qui ne s'entendrait pas avec Muhammadu Buhari. Mais avant ce sommet, il avait déjà rendu visite à son homologue nigérian. Est-ce que cette participation au sommet de la CEDEAO vient taire un peu toutes les polémiques qu'il y a eu sur ce sujet-là? Oui, moi j'ai beaucoup apprécié la démarche du chef d'État parce qu'il n'était pas obligé d'aller au sommet, il pouvait se faire représenter. Mais je parie que s'il se faisait représenter, les commentaires qui allaient pleuvoir sur les réseaux sociaux seraient énormes. Mais le chef de l'État est allé et là, ça fait taire tout le monde. Tout le monde comprend que ce n'est pas ce qu'on pensait. Et voilà, vous savez, l'homme, et il est doté d'humilité et il aime surprendre là où on ne l'attend pas. Et c'est en cela que nous l'estimons. En tant que Béninois, nous devons être fiers d'accompagner cet homme dans sa vision et dans tout ce qu'il espère à travers le PAG pour le Bénin. Eh bien, certains ont même écrit que le Bénin sera à la barre de la CEDEAO, à Abuja sera jugé et que le Bénin devra répondre de certaines choses. Mais vous avez compris, vous avez suivi ce qui s'est passé, donc ce n'était même pas à l'ordre du jour. Mais d'aucuns ont vu que ce serait à l'ordre du jour, dommage. Cette différente visite-là du chef de l'État au Nigeria, que ce soit vis-à-vis de son homologue, Muhammadu Buhari, quelques jours après, avant du moins la levée des barrières chez Boniaï, et maintenant au sommet, quelles peuvent être les retombées pour le Bénin? D'abord du point de vue diplomatique et politique. Moi, je dirais qu'au-delà de tout, le Bénin n'avait pas un problème avec le Nigeria. Ce n'est pas forcément une visite entre deux chefs d'État voisins qui provoque les bonnes relations entre les deux nations. Les chefs d'État peuvent ne pas se voir, mais ils communiquent tous les jours. Vous ne sont pas dans le secret des dieux. Donc, c'est pour dire, c'est vrai que ça montre au niveau de l'opinion publique ou au niveau des Béninois ou des populations de façon générale que tout va bien et tout devrait aller. On ne peut pas aller en opposition avec un voisin immédiat, encore que sur le plan économique, ce voisin est un voisin de taille, un gros marché pour le Bénin. Donc vous comprenez, aucun chef d'État, qu'il soit autant, ne peut pas
accepter être isolé du Nigeria. Le Nigeria a un géant, qu'on le veuille ou pas. Donc, on doit profiter de ces expériences comme d'autres pays profitent des expériences démocratiques du Bénin aussi. Voilà. Et au plan économique aussi, vous avez commencé à le dire, ça permet au Bénin de faire de bonnes affaires avec ce géant voisin-là, qui, selon un certain classement, serait la première grande économie de l'Afrique. C'est ça. Et, tout au moins de la sous-région, tout au moins. Et nous, au Bénin aussi, on a des perspectives économiques, on a des visées, on a de vision à l'horizon 2020-2021 d'atteindre un taux de croissance de 9,2. Donc vous comprenez que à partir de cet instant, il faut vraiment poser des actes qui peuvent montrer qu'on est sur cette tendance. On ne peut pas dire qu'on veut atteindre 9,2% de croissance en 2022 et nous coucher sur nos dos, les lauriers pour dire bon, ça va aller. Non, il faut poser des actes, il faut avoir une vision, il faut faire des réformes en ce sens pour faciliter cette croissance. Donc, on est avec les partenaires au développement financier. Le Bénin est accompagné et le Bénin a la confiance de ses partenaires pour l'accompagner dans cette noble vision. Très bien. Et pendant que ces différentes prouesses diplomatiques, politiques se réalisaient à l'international, on lisait aussi des publications venues des différentes formations politiques qui se réclament aujourd'hui de l'opposition, et notamment après la levée de barrières dans le domicile, enfin au domicile de l'ancien président Boni Yayi. On a lu la correspondance de Nicéphore Diosdani Soglo, ancien chef d'État, qui aujourd'hui ne partage plus forcément les idéaux du pouvoir en place et qui estime que bon, ça, ce n'est pas grand-chose et que ce n'est pas encore fini. C'est-à-dire qu'il estime que la démocratie béninoise est en danger. Il a réagi juste après cet acte-là posé par le chef de l'État. Qu'en pensez-vous? Oui. Dans la position de l'ancien chef d'État, en tant qu'opposant, on ne pouvait s'attendre à autre chose que ça. L'opposition ne peut pas dire qu'on a enlevé les barrières, que c'est tout ce qu'ils attendaient. Avant la levée des barrières, vous avez vu que la demande de l'opposition était juste ça. Mais quand les barrières sont levées, l'opposition ne va pas disparaître. Donc il faudrait toujours en demander plus. Et le chef de l'État a sa main tendue. Moi, j'invite l'opposition à accepter la main tendue du chef de l'État, parce que quand on parle de main tendue en politique, c'est quand on vous invite à travailler pour la nation. Donc, si on vous propose des postes ministériels et que vous devez vous refuser d'accompagner parce que vous dites que qu'est-ce que la nation dira. Moi, je dis, et les populations aujourd'hui sont assez intelligentes pour comprendre que si le chef de l'État vous tend la main, vous acceptez, ceci n'est pas une humiliation, mais c'est accompagner le développement de la nation. Le Bénin s'en sortira gagnant, c'est tout ce qu'on demande. Donc, moi, je trouve que les opposants aujourd'hui sont dans une position de montrer au peuple béninois, oui, qu'on doit résister dur comme fer. Alors qu'on résiste à quoi, en fait? On dit, et la politique, c'est là de mieux gérer la cité, et on vous invite à gérer cette cité avec celui-là qui, de façon constitutionnelle, a le mandat de gérer cette nation jusqu'en 2021 et qui vous tend la main. Venez ensemble qu'on puisse bâtir la nation. Mais je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va penser un instant que l'opposition, acceptant cette main tendue, se serait humiliée. Non, c'est un acte de bravoure d'accepter cette main tendue. Mais vous avez l'impression qu'ils exagèrent aussi, les acteurs politiques aujourd'hui, de l'opposition? Je vous ai dit, ils sont dans leur position. De toujours dire oui, on en veut plus, mais on ne peut pas accepter tout de l'opposition, sinon ceci reviendrait à dire que c'est l'opposition qui dirige la nation. Non, c'est la mouvance qui est au pouvoir. Et quand l'opposition réclame tout ça, si ils n'acceptent pas la main tendue, le mieux à faire, c'est de s'organiser pour qu'en 2021, qu'ils soient au pouvoir.
là, ils vont mieux gérer la cité si en temps qu'aujourd'hui, la nation est mal gérée. Donc c'est comme ça, c'est le peuple béninois qui a conféré au président Patrice Talon de conduire la nation pour les 5 ans, de 2016 à 2021. Donc il faudrait, au-delà des discours, je dis, qui tendent à vraiment montrer de la haine vis-à-vis d'un homme, il faudrait que l'opposition s'organise. Et le prochain pas, c'est déjà les communales. Il faudrait que l'opposition montre par ces élections prochaines qu'il a encore une cote de popularité et qu'il pourrait jouer sur ça pour 2021. Mais en attendant cela, on a aussi vu et écouté cette semaine candidat Zanaï qui a fait une déclaration de presse qui insiste, il demande qu'on reprenne les élections. Franchement, est-ce que c'est faisable? La nation béninoise n'a pas besoin de ça. Et d'ailleurs, de façon constitutionnelle, ce serait un recul démocratique pour nous de reprendre les élections législatives. Vous voyez, avant de reprendre ces élections législatives, il faut toucher à des tests donnés. Il faut aller à une conférence nationale bis, si je peux m'exprimer ainsi, alors qu'on n'est pas en état de crise. Le Parlement est sorti d'une élection. Et au-delà de tout, c'est comme si on disait qu'on n'a qu'à bannir le choix de ces 27% de la population. Même quand on dit on n'a pas atteint les 100%, on n'a jamais atteint les 100%. Nous tournons autour de 50-52% souvent de participation. Et même pour justifier les 27% de taux de participation, on peut parler de la peur mis dans le mental des citoyens à sortir. Si vous êtes là et on vous dit, si vous allez dans un bureau de vote, on va vous tuer, il y a des gens qui sont prêts à vous menacer, vous n'allez pas sortir. Vous allez préférer rester chez vous. Il faut être vraiment engagé et dire que oui, c'est pour ma nation. Et que c'est un acte de sacrifice que ceux-là, les populations, les 27%, ont fait le 28 avril. Donc, vous avez l'impression qu'aujourd'hui, on a une opposition qui commercialise la peur, c'est ça? Non, ça c'est du passé. Je parle de la période où on... Les discours d'aujourd'hui, comment les classifiez-vous concrètement? C'est des discours dont l'objectif est de rassurer ou de faire peur? Non, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, l'opposition est dans son rôle. L'opposition ne veut pas montrer qu'il y a eu échec dans leur rang. Donc, il montre aux populations qui sont toujours là et qui les défendent et que les populations doivent les suivre. Mais qu'on le veuille ou pas, c'est le peuple béninois qui est souverain. Un opposant ne peut pas se lever et déclarer qu'on peut se reprendre les élections et que les élections soient reprises du tic au tac. Ça ne se fait pas comme ça. Même quand, si c'est le souhait du président de la République, le président de la République seul ne peut pas décider aujourd'hui de reprendre les élections législatives. Ce n'est pas possible. C'est anticonstitutionnel. Donc, vous comprenez, le Bénin vit sur des textes de loi, sur une loi fondamentale qu'on appelle la Constitution, qui ne permet pas ça. Donc, il faudrait qu'on puisse ne pas biaiser sur le mental ou le réflexe des Béninois. Parce qu'on pense un instant que les Béninois sont analphabètes, excusez-moi le terme, mais analphabète n'est pas bête. C'est ne pas pouvoir s'expliquer dans la langue que nous donnons comme langue officielle, mais les gens comprennent mieux, surtout quand on leur explique dans leur langue. Si, excusez-moi, le président du parti Restaurer Espoir on pouvait aussi traduire ses propos dans toutes les langues nationales du Bénin, il pourrait se rendre compte que ce qu'il dit n'est pas vraiment accepté par peut-être 10% des populations. Et quand moi je vois la conférence de presse et je vois le parterre à qui on parle, je me demande si ceux-là comprennent vraiment de quoi il s'agit, de quoi le président Azanaï parle vraiment. Donc c'est à encore prendre avec des pincettes. Et je dis, ça ne pourrait être ainsi parce qu'on aurait fait un recul de la démocratie. Et
aucun Béninois ne serait d'avis qu'on puisse reculer parce qu'il y a une frange de la population qui ne s'est pas retrouvée à l'Assemblée et que c'est la fin de leur carrière politique. Non. Je voudrais qu'on fasse un petit exercice. On a entendu cette opposition dire qu'il n'y aura pas d'élection sans elle. Les élections ont eu lieu. On a entendu dire qu'il n'y aura pas d'installation des députés sans l'opposition. Ça a eu lieu. Tout ce qu'ils ont prévu peut-être bloqué, ça n'a pas forcément réussi. Alors, quand ça se passe ainsi, et que même le président de l'Assemblée nationale s'est officiellement investi dans cette nouvelle fonction sur l'esplanade extérieure de l'Assemblée nationale, qu'attendez-vous de l'opposition? Quel doit être son rôle actuel pour pouvoir vraiment servir à la nation? Oui, c'est comme je l'ai dit, c'est toujours un appel à l'opposition d'accepter la main tendue du pouvoir en place. Oui. C'est tout ce qu'il reste à faire par l'opposition. D'accord. Sinon, au-delà de ça, c'est comme si l'opposition dit encore que ceux-là, il y a une partie de l'opposition qui accepte la main tendue déjà. Donc, c'est comme si cette opposition qui n'accepte pas, ou bien l'opposition radicale, va se ranger au placard, ce qui n'est pas bien pour eux-mêmes, ce qui n'est pas bien. Donc, moi, je pense que l'opposition a accepté la main tendue du chef de l'État, la main tendue du gouvernement, la main tendue des politiques qui sont en place, afin que qu'on passe à autre chose. Très bien. Passons justement à autre chose dans cet entretien. On va examiner quelques petits paramètres et on va voir un peu en quoi ça a fait avancer certainement le Bénin. On a entendu ces derniers jours que le Bénin est classé premier pays de la CEDEAO en matière de libre circulation des personnes et des biens. C'est notamment en respectant les tests de task force dans l'espace CEDEAO. Est-ce que ça fait la fierté vraiment de vous en tant que Béninois? Moi, je voyage beaucoup dans la sous-région et pas plus tard qu'il y a une semaine, j'étais sur Accra. Et vous comprenez, quand vous allez vers le Ghana, c'est même affiché à la frontière que la libre circulation quand vous êtes membre d'un État de la CEDEAO. Mais il faut vivre ça pour comprendre. Mais quand des Ghanéens en retour viennent au Bénin, ils voient qu'ils passent régulièrement sans aucune barrière. Donc c'est pour vous dire qu'on comprend aisément. Il faut juste aller aux frontières pour comprendre ce qui est la position qu'on occupe aujourd'hui dans la CEDEAO. Quand vous allez dans d'autres pays de la sous-région, malgré que c'est affiché devant vous, il y a des agents qui ne veulent rien entendre de ce qui a été affiché par la communauté. Donc, on vous fait vivre la croix et la bannière. Alors que chez nous, en entrant au Bénin, qu'on soit membre d'un État de la CEDEAO, on est relax. Donc, c'est pour vous dire jusqu'à quel point les avancées se font. Et que à la tête des autorités, le Bénin respecte les accords qui sont pris et à l'international. C'est à la tête des autorités qui dirigent le pays? Oui, si les autorités n'avaient pas mis de la rigueur dans la gestion des frontières, ceci ne serait pas possible. Les gens allaient toujours continuer par appliquer les anciens tests qui sont devenus caducs à partir de l'instant où on a décidé entre pays membres de la CEDEAO de faire pratiquer cet accord. Est-ce que ce n'est pas aussi peut-être dû aux différentes collaborations avec les douanes des pays voisins, notamment le Nigeria par exemple? On sait qu'il y a un poste de contrôle juste à poser à la frontière Sémékraké. Est-ce que tout ça là ne traduit pas peut-être les actions du gouvernement dans ce sens, la circulation des personnes et des biens? Oui, vous voyez, quand on dit poste juste à poser et des accords entre la douane béninoise et, vous avez vu, la dernière fois, on a installé un système qui permet aux personnes de ne pas faire deux fois des déclarations. Quand vous êtes à la sortie du Nigeria, la déclaration que vous faites de vos marchandises à la sortie est en même temps enregistrée par la douane béninoise. Donc, quand vous venez au niveau de la douane béninoise sait tout ce que vous avez déjà dans votre... dans vos bagages. Et c'est que quand vous allez déclarer, c'est juste à titre de vérification. Donc, c'est
à l'actif des autorités béninoises et ce système pourra faire preuve de contagion dans les autres pays, États membres, pour que effectivement que ces États puissent suivre le pas du Bénin, pour suivre le Bénin effectivement, pour devenir des pays où ce traité ou cet accord de la CEDEAO soit respecté. Il y a aussi que le Bénin envisage à l'horizon 2022 un taux de croissance de 9,2%. On tutoierait à peine un taux de croissance de 2 chiffres. Et actuellement, moi j'ai questionné quelques économistes qui m'ont confirmé qu'actuellement nous tournons autour de 6,5% de taux de croissance. Est-ce que c'est réaliste en 2022 d'avoir 9,2% de taux de croissance? Ça a dit tout à l'heure qu'on tourne autour de 6,5%. Je crois que il y a un an, la directrice du FMI était au Bénin et nous avait prédit un taux de croissance de 6,2 si on fait des efforts. Si aujourd'hui on est à 6,5, ça veut dire qu'on a dépassé même les prévisions. C'est relatif, hein? Certains pourraient dire que nous sommes à 6,2, 6,3, ainsi de suite. Oui. C'est relatif. Oui, je sais. Bon. Mais je dis, parce que je suis économiste aussi, d'accord. Je dis, quand ces prévisions ont été dépassées et que aujourd'hui le Bénin se pointe sur les réformes, sur l'évolution, l'engagement du pays et sa notoriété au plan international, si le Bénin se pointe sur ces points saillants, il y a de bonnes chances d'atteindre ou de tutoyer la croissance à 2 chiffres d'ici 2022. Quelles sont les réformes qui peuvent permettre ça? Les réformes sont déjà mises. Si les réformes n'étaient pas mises en application, on n'aurait pas atteint les 6,5 dont on parle maintenant. Ça veut dire que si les réformes sont soutenues de cette même manière, on va tutoyer les 2 chiffres en 2022. Mais certains voudraient vraiment comprendre. On se demande, que fait-on réellement pour avoir un tel taux de croissance? Et vous, c'est bien que vous soyez économiste, quelles sont ces réformes-là justement qui font avancer le Bénin sur le plan économique à ce point? Est-ce que c'est le port autonome de Cotonou? Est-ce que ce sont les réformes douanières? C'est quoi exactement qui fait avancer le Bénin? Vous savez, le Bénin n'a pas de gisement, n'a pas de ressources minières qu'on puisse dire pour compter dessus. Mais les réformes qui sont faites aujourd'hui sur le plan économique permettent de mieux encadrer la recette fiscale. Ce qui montre que entre-temps, il y avait une évasion fiscale énorme qui ne profitait pas à la nation. Aujourd'hui, les réformes sont mises en place de manière à ce que l'évasion fiscale puisse être mieux contenue. Et dans cette perspective, l'application de ces réformes, la mise en place de nouvelles réformes, de systèmes d'informatisation de tous les réseaux de recettes de la nation pourra permettre au Bénin d'avoir un budget assez équilibré. Parce que quand vous positionnez, vous faites un budget qui est équilibré en recettes et dépenses et que au finish, les recettes ne sont pas au rendez-vous des dépenses, le budget ne sera pas exécuté à un fort taux. Donc vous comprenez, si le Bénin a atteint une vitesse d'exécution de budget à un fort taux de pourcentage et que c'est qu'il peut garder cette tendance et que les réformes, le système d'informatisation des recettes étatiques est mis en exécution de manière à ce qu'on voit le taux de croissance de ces recettes. Si ce taux de croissance est bien soutenu et le gouvernement sait comment faire pour garder cette tangente, il n'y a pas de raison à ce qu'on ne puisse pas atteindre ce taux de croissance. Je vais vous expliquer autre chose. Le taux de croissance de 9,2 ou le taux de croissance à 2 chiffres ne veut pas forcément dire que le panier de la ménagère va s'en sortir plus aisé. Et c'est justement la question que je viens de vous faire. Voilà. La bonne dame de Tokpa ou de je ne sais où
attend justement que cette taux de croissance transparaisse dans son quotidien. Oui, je dis la redistribution, c'est au niveau de la redistribution de la richesse que tout se joue. Un gouvernement en place peut décider de diminuer les taux de douane sur certains biens, de faire de l'exonération sur certains biens entrant à l'importation. Oui. Juste pour ramener un peu le panier de la ménagère ou des produits qui sont souvent consommés. Mais un autre gouvernement peut décider de toujours garder ces mêmes taux pour pouvoir insuffler la production locale. Vous comprenez? Le gouvernement peut accepter même de tasser le riz plus fort, l'huile plus fort, le sucre plus fort, pour que la production locale de riz, la production locale de tomates, d'autres trucs, soit un peu plus évoluée, afin que cette production locale soit soutenue. Le gouvernement peut décider de prendre le fort taux pour subventionner les producteurs locaux. En ce sens, ce sont les producteurs locaux directement qui seront impactés et non la vendeuse du marché, parce que la vendeuse va toujours trouver son paquet de sucre plus cher, la boîte de tomates en conserve plus cher. Et elle va dire, voilà, il y a l'inflation, ça ne va pas. Mais le consommateur final qui fait le choix d'aller consommer la tomate fraîche locale va comprendre que, oui, je préfère ne plus consommer les conserves. Autre point de cette croissance est que le gouvernement peut décider, par exemple, on voit que pour aller à Djidja, la voie est vraiment dégradée, alors que c'est un bastion de production des vivres et que les producteurs même amènent difficilement dans les marchés de Boycon et autres. Donc le gouvernement peut décider de faire la route Boycon-Djidja afin de desservir ces populations qui n'ont plus vraiment de difficultés à amener leurs produits sur des marchés. Et là, c'est la redistribution de ce taux de croissance, ça. Mais ça ne va pas impacter le vendeur qui est dans son marché à Boycon, mais ça va impacter le producteur qui produit parce qu'il va se dire maintenant, pour amener, je n'ai plus besoin de difficultés et le prix du transport devient relativement moins cher et je m'en sors comme ça. Donc, c'est le régime en place qui sait où vraiment orienter la ressource nationale pour impacter qui et comment. Donc, celui qui est dans un secteur donné, qui n'est pas tout de suite impacté, va se dire, mais je ne sens pas. C'est vrai, tout le monde ne peut pas sentir à la fois. Ce n'est pas possible. Si on fait la voie Boycon-Djidja, peut-être que vous et moi, on ne va pas passer par là. Mais on va dire, oui, et la voie qui tend, je ne sais pas où, et chez vous, pour Cotonou, est dégradée depuis un bon moment, mais personne n'y a pensé. Mais Djidja, c'est toujours le Bénin. Donc, c'est comme ça que ça se passe sur le plan économique. Donc, on ne se lève pas seulement pour dire, bon, parce qu'on a un taux de croissance de 9,2, donc tous les Béninois doivent porter vestes et cravates, c'est pas possible. Donc, c'est comme ça, chacun dans son domaine, par le travail, réussit dans son secteur. Donc, avec le cap qu'on pourrait maintenir, on va vraiment atteindre ce taux de croissance. Vous confirmez? Oui. Si on maintient ce cap, sauf au coup de cataclysme national ou naturel, on peut atteindre ce taux. Ce n'est pas est nihilo que les gens ont annoncé cette prévision. Ce sont des experts qui se sont réunis pour annoncer, pour annoncer cette prévision. Et ils n'ont plus... souvent, quand on dit 9,2, c'est parce qu'on prend la moyenne. Peut-être que le gap, c'est peut-être 10,5, mais on se dit, ne soyons pas trop optimistes, soyons dans la moyenne. Et c'est pour cela, c'est pour vous montrer jusqu'à quel point on prend des marges, des garde-fous pour pouvoir atteindre vraiment ce taux. Et quelle est la place aussi des petites et moyennes entreprises dans ce taux de croissance? Est-ce que ces PME-là vont souffler un peu? Parce que ça constitue peut-être des soucis pour des jeunes entrepreneurs qui voudraient quand même avoir des conditions très faciles. Et si le pays a un taux de croissance élevé de 9,2%, on rivaliserait même avec la Côte d'Ivoire, le Rwanda avec un taux de croissance pareil. Est-ce que ça va vraiment impacter positivement sur les PME?
Parlant de PME, moi je veux prendre l'exemple de, comme vous l'avez dit, de Rwanda, de la Côte d'Ivoire. Vous savez, l'entrepreneuriat est une chose. Au Bénin, on a vu que le gouvernement, que ce soit passé ou actuel, facilite la création d'entreprises. Mais au-delà de ça, moi, je parle en tant qu'opérateur économique. Je dis qu'il reste beaucoup à faire. Et j'exhorte vraiment le gouvernement actuel à vraiment regarder vraiment du côté de l'entreprise locale ce qui peut être fait pour les PME. Je vous dis, vous êtes là jeune, vous sortez, on vous dit, bon, le prometteur aujourd'hui, c'est d'aller à l'auto-emploi. Mais quand tout de suite, facilement, ou avec 10 000, ou avec même rien, vous créez votre entreprise, soyez sûr que le lendemain, les impôts vous tapent à la porte et vous réclament, même quand vous n'avez aucun marché. Alors que l'accès au marché est difficile. Il y a tellement de conditions qui sont mises en place qui ne favorisent pas l'accès au marché des petites et moyennes entreprises. On vous demande des garanties énormes, on vous demande des expériences que vous ne pouvez pas avoir si vous n'avez pas exercé en temps. Mais pendant ce temps, les impôts sont là. Donc, moi, je demande vraiment au gouvernement d'avoir une ligne de crédit pour les entreprises, les jeunes entreprises, les entreprises, les centres. Parce que quand on fait un marché et que l'entreprise trouve que les conditions de participation ne sont pas à sa portée, il ne peut pas s'engager. Parce que si dans le cahier de charge, en tant que jeune entreprise, tu lis déjà des conditions qui ne te permettent même pas de concourir, est-ce que tu vas avoir vraiment à t'engager dans quelque chose que tu sais que c'est déjà l'échec de pas avant? Donc, il faudrait que le gouvernement accompagne et un œil regardant sur ces jeunes entreprises. Parce que quand on allège les conditions, on permet à tout le monde de participer. Mais quand on renforce les conditions à ce niveau, on ne permet que aux plus nantis, je pèse bien mon mot, de compétir. Alors, pendant ce temps, les moins nantis, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils ne peuvent rien faire. Et cet accompagnement doit aller au-delà de la création d'un fonds de garantie pour que les banques, quand ils voient les jeunes entreprises, puissent les accompagner sur le couvert d'une garantie étatique. Parce que quand après toutes les difficultés, vous avez un bon de commande, il ne vous est pas plausible ou facile d'avoir un financement bancaire. Donc, vous courez à gauche, à droite et vous passez par le délai de livraison et c'est des pénalités. Après, quand vous arrivez à vous en sortir, vous êtes découragé parce que vous faites une affaire, vous ne gagnez rien. Ou puis, peut-être, ce sont les impôts qui ramassent la totalité. Ou bien que vous n'avez pas exercé pendant un an, vous êtes sûr de fermer parce que les impôts seront près de 400 et quelques mille. Vous êtes jeune entrepreneur, vous n'avez pas encore votre gagne-pain, vous n'arrivez pas à prendre 2 repas par jour et les impôts vous disent pour être à jour, il faut payer tel montant même si vous n'avez pas travaillé. Et après, vous ne trouvez même pas le marché pour lequel vous avez payé ces impôts. Donc moi, j'exhorte vivement nos dirigeants actuels à avoir un regard bienveillant sur la jeune entreprise, les PME. Il y a aussi une campagne aujourd'hui pour l'assainissement des finances publiques, la lutte contre la corruption et l'impunité. Est-ce que ça peut permettre aussi d'avoir une économie très prospère? Oui, vous voyez quand d'abord, cette lutte permet déjà de gagner du temps. Il y a la dématérialisation des actes, tout ça, vous allez, vous enregistrez, vous avez un délai pour savoir que vos actes seront sortis. Je vous donne un exemple simple. Par le passé, quand vous allez aux impôts, vous payez vos impôts. Pour avoir l'attestation fiscale, il faut peut-être attendre 2 semaines. Et pendant cette période, si vous mettez 2 semaines, je vous conseille de mettre 1 mois parce que c'est sans compter qu'il puisse avoir grève ou des aléas que vous n'allez pas estimer. Pendant ce temps, si vous avez un appel d'offres, vous passez à côté, malgré votre volonté. Aujourd'hui, par rapport à la dématérialisation, par rapport à la réforme de la loi sur la grève, tout ça, vous êtes sûr, quand vous finissez de payer vos impôts aujourd'hui, en 48 heures, d'avoir votre attestation fiscale. Ça, c'est vraiment à l'actif du gouvernement actuel que je salue au passage, le ministre des Finances. Et
je vous dis qu'à partir de cet instant, que l'appel d'offres soit national ou international, vous avez accès facilement à cela. Et c'est des devises qui ne viennent pas dans la poche forcément du gouvernement, mais dans la poche de nous, opérateurs économiques. Et ça permet de booster. Et ça vous encourage à vite payer vos impôts. Parce que quand vous payez rapidement et que vous avez vos documents en place, quand l'appel d'offres est là, vous êtes sûr que vous êtes à jour et que vous pouvez participer. Donc, ce sont des réformes qui sont faites, pas forcément seulement dans le secteur des finances, dans d'autres secteurs, par exemple au niveau du ministère du Travail. Il y a la réforme pour les retraités où des actes sont faits automatiquement quand le retraité est en retraite. Il a tous ses actes et à partir de la fin du mois qui suit en même temps, il a ses pensions de retraite automatiquement parce que tout est déjà fait et on n'a plus besoin d'aller fournir des documents, des papiers, aller regarder, amener-nous l'acte d'enregistrement ou de première prise de service, tout ça que la personne a peut-être omis depuis 30 ans. Et vous lui rappelez ça, vous comprenez? Donc tout ça permet de relancer l'économie de façon globale. Très bien. On a parlé politique, on a parlé économie, et je voudrais qu'on ferme le chapitre de l'économie avec les autres perspectives pour que nous ayons un pays politiquement et économiquement très prospère et stable. Quelles sont les autres perspectives pour que, sur le plan économique notamment, puisqu'on avait déjà parlé politique dans un premier temps, pour que le Bénin se porte encore mieux? Oui, pour que le Bénin se porte encore mieux, je crois que ce sera d'abord la diversification du secteur primaire. Le secteur primaire au niveau de l'agriculture. Vous avez vu que le Bénin est sorti premier au plan africain dans la production du coton. C'est vraiment applaudi et c'est important de le souligner. Et j'encourage le gouvernement à aussi vraiment se battre pour que d'autres secteurs phares puissent vraiment émerger. On a le secteur de cajou où il y a des réformes qui sont opérées et je crois que si ces réformes portent vraiment, le Bénin s'en sortira gagnant et il y a d'autres productions qui sont là. Et il faut aussi... La production vivrière, par exemple, voilà. Le Bénin en a produit au point d'être deuxième pays. Il faut aussi accompagner le secteur de la transformation. Il ne faudrait pas que les produits directement aillent à l'exportation. Il faut transformer quelques-uns ici localement pour déjà donner de l'emploi à d'autres chômeurs et aussi permettre que les produits qui sont exportés soient des produits carrément semi-manufacturés au lieu que ce soit du brut qui soit exporté. Donc, en ces deux points, quand le gouvernement va mettre l'accent sur ces choses, on va même peut-être dépasser la prévision de 2022 dont on a peur d'ailleurs. On peut dépasser tout ça. Les 9,2%. Oui. Très bien. On va finir cette émission avec aussi une autre question qui fait l'actualité, mais pas forcément sur le plan politique ni économique. C'est le plan sportif avec la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule actuellement en Égypte. Les écureuils qui ont déjà fait cette semaine 2 sorties. La première sortie avec le Ghana, 2 buts partout, match nul, donc 1 point. Et hier encore samedi, les écureuils qui étaient très attendus, qui devraient normalement, selon les prévisions, remporter les 3 points de la rencontre face à la Guinée-Bissau, n'ont pas pu réussir, 0 but partout. Quel regard portez-vous sur ce qui se fait sur ce plan-là? Moi, je suis beaucoup avec attention le football. Je suis aussi un fanatique du football et j'ai même un club de football. Donc, je dis, il faut voir d'où on est parti pour pouvoir analyser ce qui se passe aujourd'hui sur le plan sportif. C'est le fruit des réformes qui sont opérés par le gouvernement actuel dans tous les secteurs, y compris le secteur sportif. Je ne peux pas demander à mon enfant, va jouer, faire des exploits, il revient tout fatigué, et je lui dis, bon, et c'est du gari qu'il y a là, va manger. Donc, il y a d'abord le soutien financier que le gouvernement fait à l'endroit de notre 11 national. Les écureuils sont soutenus à la hauteur de se battre vraiment pour leur patrie. Ils se sentent vraiment béninois aujourd'hui. Vous avez vu comment est-ce que ces mêmes écureuils du passé jouent aujourd'hui. Grand-chose n'a pas changé
dans les joueurs, mais c'est la motivation. Et cette motivation vient du gouvernement. Si le gouvernement motive vraiment les jeunes, ils vont mieux prester et donner le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est à ça qu'on a... Le premier match, le Ghana ne s'attendait pas à voir cette équipe. Moi, à la fin de ce match, j'ai écrit sur ma page Facebook que je suis vraiment fier d'être béninois. Allez les écureuils, c'est vrai. Soyons honnêtes, voyons les choses, voyons ce qui se passait et ce qui se passe aujourd'hui. Par le passé, c'était du clientélisme. On pouvait choisir des joueurs parce que c'est du relationnel, mais qui n'ont pas la compétence. Aujourd'hui, on laisse libre cours aux techniciens de choisir vraiment les meilleurs pour pouvoir représenter cette nation. Et on le voit sur le terrain, quand un écureuil prend le ballon aujourd'hui, on sait qu'il émerge et qu'il montre vraiment de quoi il s'agit. Et le gouvernement ne s'est pas arrêté en si bon chemin. On voit cette génération évoluer, mais on prépare aussi la génération suivante. Vous avez vu tout ce qui se passe. La création de 9 ou 11 stades sur le plan national, ça permet déjà au niveau du football, au niveau de l'athlétisme, de tout ça, d'avoir des jeunes qui émettent dans leur région. Un jeune avait annoncé 21 stades omnisports. On ne peut pas tout voilà, donc un jeune qui est à Tangueta n'a plus besoin forcément de venir à Cotonou pour s'entraîner. Il a déjà un stade digne du nom, respectant les normes de la CAF, et il peut s'entraîner. Donc, ceci motive, encourage ceux-là qui ont déjà la vision d'être sportifs à commencer. Et vous voyez le ministre de la Jeunesse et des Sports qui encourage les jeunes. Quand un Béninois à l'extérieur fait un tout petit exploit, il revient, il est reçu par le ministre, il est encouragé par le gouvernement. C'est ça. Et c'est ça qui motive les jeunes. Mais comment expliquer alors le nul d'hier face à la Guinée? On a peut-être... Vous vous attendiez à ce que les écureuils remportent? Non, si vous suivez le match, les écureuils ont dominé la Guinée-Bissau. Mais on ne gagne pas une coupe avec des dominations au match. Écoutez, oui. C'est pareil pour le Ghana. Le Ghana aussi a fait match nul, ça fait 2 matchs nuls pour le Ghana, ça fait 2 matchs nuls pour le Bénin. Le Bénin, au grand jamais de l'expérience de notre participation à une CAN, n'a pas mis 2 buts. Et donc, vous comprenez, n'a pas fait de nul. Donc, c'est quand même déjà un espoir. Moi, je dis, c'est souhaitable que peut-être le prochain match, c'est vrai que c'est avec le Cameroun, mais on garde espoir. On est béninois et on a foi en notre équipe. Si les écureuils ont défié le Ghana, qui a aussi joué nul avec le Cameroun, oui, c'est possible qu'on arrache le nul ou bien que pas surprise, parce que tout est question de surprise. On a dominé la Guinée-Bissau hier, mais fortuitement, la Guinée-Bissau pouvait nous mettre un but qui soit fatal. Donc, nous gardons espoir et que le meilleur reste à venir pour notre équipe. Non, vous n'êtes pas déçu des écureuils? Non, 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 pas du tout. Si moi je dis, même si les écureuils reviennent, ne passent pas le premier tour, encore que c'est fort probable qu'ils passent. S'ils font un match nul prochainement, même s'ils sont 3e, ils seront meilleurs 3e. Il y a 4 3e équipes qui seront choisies dans chacun un par poule pour pouvoir accéder au prochain tour. Oui. Donc, je garde espoir et je dis que même s'ils ne réussissent pas leur 3e sortie, j'invite vivement le gouvernement à les encourager par des primes de bonne participation. Déjà, face au Ghana, ils ont eu une prime de victoire. Oui, mais bon, il faut encore les motiver encore plus. Oui, toujours. Oui, parce que ce n'est pas donné. La participation de la CAN devrait déjà remporter un match, non? Il faut être sur le terrain pour comprendre ce que vivent ces joueurs. Ils donnent vraiment beaucoup pour vraiment porter haut le flambeau du Bénin à l'extérieur. Vous allez voir même au niveau des commentaires et sur Canal+, vous voyez comment est-ce que les gens valorisent la nation béninoise. Ce n'est même pas donné. Le gouvernement a donné une subvention d'1 million à chaque supporter pour aller supporter l'équipe nationale. Dans d'autres pays, le Cameroun, ça ne s'est pas passé ainsi. Donc,
il faudrait vraiment féliciter ce gouvernement et je suis sûr que de meilleurs jours sont devant nous pour le football ou pour le sport en général. Et justement, vous avez mis le doigt dessus, c'est le dernier aspect que je m'apprêtais justement à aborder avec vous, les supporters qui sont massivement déployés en Égypte, comme si on jouait au stade de l'Amitié, presque, hein, avec les fanfares qui résonnaient au stade déjà au cours des 2 premiers matchs que les écuries ont livrés déjà. Est-ce que, avec cet accompagnement des autorités béninoises, est-ce que ce n'est pas vraiment une motivation pour l'équipe nationale? Oui, vous savez, quand vous êtes en train de jouer et que vous prenez la balle et que vous êtes essoufflé, fatigué et que votre peuple vous soutient avec des cris, vous donnez tout. Mais quand ce peuple n'est pas là et que tout est calme, vous êtes démotivé. On se sent parfois abandonné. Psychologiquement. Donc, c'est important. Vous avez vu, au premier match, ils n'étaient pas aussi nombreux. Au deuxième match, il y a eu une vague qui est encore allée. Je suis sûr qu'au troisième match, il y en aura encore plus. Parce que hier, quand le match a commencé, c'était des sons localement du Bénin qui étaient écoutés. Donc, c'était comme si on jouait vraiment un match au stade de l'Amitié, alors qu'on est en Égypte. Donc, c'est vraiment important de dire merci au gouvernement à travers le ministre de la Jeunesse et des Sports qui fait beaucoup pour le sport béninois. Pronostic match Bénin-Cameroun mardi prochain? Moi, je suis béninois, je dis 1-0 en faveur des écureuils du Bénin. On verra bien. Merci à vous, Oswald Akpali, d'avoir répondu en direct à nos questions ce dimanche. Vous êtes un acteur politique, on l'a dit à l'entame de cette émission, candidat malheureux aux dernières élections législatives dans la 15e circonscription électorale. Et vous êtes aussi un acteur, un opérateur économique, c'est bien ça. Hein? Merci d'avoir été là avec nous. Vous avez répondu donc en direct à nos questions. On a parcouru de long en large l'actualité nationale à travers d'abord les questions liées à la politique nationale, l'investiture du président de l'Assemblée nationale. Après, nous avons aussi parlé économie avec les dernières prouesses du Bénin sur le plan économique, avec les projections pour l'horizon 2022, 9,2%. Et vous nous avez rassuré qu'avec les réformes actuelles, le Bénin pourrait vraiment atteindre ce taux et même le dépasser. Propos donc de Oswald Akpali sur cette émission. Et en sport, vous êtes très confiant et que les écureuils font une bonne prestation en Égypte. Merci à vous et bon dimanche, Oswald Akpali. Merci. Et merci aussi à vous, chers téléspectateurs, chers auditeurs aussi, qui nous avez suivis à la radio. Merci et bon dimanche chez vous.